Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique sociale. Collection dirigée par Bruno Pequigno. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Dernière parution. Nathalie FRIGUL, Annie Thébault-Maury, Où mène le bac pro? Enseignement professionnel et santé au travail des jeunes, 2010. Mathieu Bensoussan, L'engagement des cadres. Pratique collective et offre de représentation, 2010. Tado Oumarou et Pierre Chazot, Football, religion et politique en Afrique. Sociologie du football africain, 2010. Gérard Dabouyes, La mort. Journée de la Maison des sciences de l'homme Ange Guépin, 2010. Magali Page, Culture populaire et résistance culturelle régionale. Fêtes et chansons en Catalogne, 2010. Marc-Antonin Henbert, Les alliances syndicales internationales, des contre-pouvoirs aux entreprises multinationales, 2010. Marcel Faulkner, Travail et organisation. Regard croisé sur la recherche sociologique, 2010. Olivier Mazade, La reconversion des hommes et des territoires. Le cas Métal Europe, 2010. Mustapha Poyraz, Loïc Gandet, Sucru Aslan, Les quartiers populaires et la ville. Les Varros et les banlieues parisiennes, 2010. Steve Gadet, La fusion de la culture hip-hop et du mouvement Rastafari, 2010. Jean-Olivier Majastre, La culture en archipel. Pratiques culturelles et modes de vie chez les jeunes en situation d'apprentissage précaire, 2010. Lucie Jouvet, Socio-anthropologie de l'erreur judiciaire, 2010. Remerciements. Ce livre a bénéficié des conseils de Bertrand Jay, professeur de sociologie à l'Université d'Amiens. Je dois beaucoup à son amicale confiance, à son indulgente compréhension. Qu'il veuille bien trouver ici le témoignage de ma vive et respectueuse gratitude. Qu'il en soit très vivement remercié. En 1994, j'ai vu arriver dans mon bureau du Secours catholique, un couple de 17 à 18 ans très correct et vivant dans la rue. Du jamais vu. Avant cette date, il n'y avait que des SDF plus âgés, de 30 ou 40 ans ou davantage. Or ces jeunes sont devenus de plus en plus nombreux. Et j'ai décidé de les étudier dans le cadre du Secours catholique, où ils venaient chercher des colis alimentaires. Ils n'avaient pas un sou pour vivre puisqu'il fallait avoir 25 ans pour toucher le RMI. Ils faisaient le commerce de la drogue et échappaient le plus souvent aux investigations des travailleurs sociaux. Personne ne s'occupait d'eux, et ils ne demandaient rien à personne. Ce sont les plus défavorisés parmi les plus défavorisés. Cette population fait l'objet de mon étude. Pendant plus de 10 ans, celle-ci est restée à La Rochelle. C'est très rare de voir des sans-abri aussi longtemps au même endroit. En général, au bout de 2 ou 3 ans, ils disparaissent. À La Rochelle, on a laissé les SDF tranquilles. Les arrêtés municipaux contre la mendicité de 1995 n'ont pas été appliqués, mais les jeunes avaient de gros chiens qui effrayaient la population. Un arrêté municipal a été pris en 2004 contre les chiens qui pouvaient être mis en fourrière. Les jeunes ont quitté petit à petit la ville à cette époque. Ma problématique a été de savoir pourquoi les jeunes sont dans la rue, comment ils sont devenus sans-abri, quelles sont les causes de leur exclusion. Ce qui est fondamental, c'est non seulement de restituer la toile de fond socio-historique d'un tel événement qui pourra être déchiffré par une enquête statistique, mais aussi de comprendre à partir de leurs paroles dans une enquête de terrain comment peuvent se construire des logiques subjectives d'exclusion. Ils ont été rejetés par la société mais très vite dans la rue, ils retrouvent leurs semblables. Leurs relations s'établissent par affinité. La précarité partagée induit une solidarité, mais ils refusent collectivement l'ordre social. Ils se retrouvent dans les associations où on les aide, le plus souvent en leur donnant des colis alimentaires. Mon étude sera MENE dans le cadre du Secours catholique où les sans-abri ont l'habitude d'aller, de se reposer,
de faire leur toilette, de se retrouver entre amis. Le mot SDF, sans domicile fixe, a succédé au terme de sans-abri, apparu après la Seconde Guerre mondiale, et à celui de sans-logis employé par l'abbé Pierre au cours de l'hiver 1954. Le terme SDF, d'abord très technique, s'est répandu dans le public français et le langage courant à cause de la croissance du phénomène. C'est une longue tradition de gestion de la pauvreté et de la mendicité. Les méthodes employées pour lutter contre celle-ci ont profondément évolué. Une première théorie mettait l'accent sur la responsabilité de l'individu. Si un homme devient vagabond, c'est qu'il l'a bien voulu. Ces premières théories entraînent un remède essentiellement répressif. Ce fut le cas sous l'Ancien Régime. C'est ce qu'ont exprimé le Code pénal de 1810 et les arrêtés municipaux de La Rochelle. Les théories du second type sont sociales, en ce sens qu'elles mettent l'accent sur la responsabilité collective. Ce sont des lois édictées en faveur des sans-abri, et la mise en œuvre de ces politiques à La Rochelle qui se veut une ville phare en matière de politique sociale. De tout temps, elle a attiré les vagabonds, les mendiants dits étrangers. Ils étaient très nombreux. Grâce à l'activité du port, ils espéraient un embarquement, un leurre bien souvent. Au XIXe siècle, les pauvres, d'après les données du Bureau de bienfaisance de La Rochelle, sont toujours nombreux et comptent beaucoup de femmes et d'enfants. Ces derniers sont soit abandonnés, soit orphelins. La loi ne s'est jamais désintéressée des personnes sans résidence stable. L'exclusion face au droit, le Code pénal. Les infractions du vagabondage et de la mendicité furent mentionnées dans le Code pénal de 1810. Dans l'article 270, une définition du vagabond est donnée. Déclarons vagabonds et gens sans aveu ceux qui n'ont ni profession, ni domicile fixe, ni lieu pour subsister, qui ne sont pas avoués et qui ne peuvent certifier de leurs bonnes intentions et meurent par personne digne de foi. La mendicité était interdite par l'article 274. Était visée par ce texte toute personne qui ne peut subsister que grâce à une aide parce qu'elle est sans emploi, et qui aura été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existera un établissement public afin d'obvier à la mendicité. Jusqu'en 1993, il existe un délit de mendicité et de vagabondage qui peut être réprimé par la police. Mais cela était tombé en désuétude. Le développement d'une conscience morale débouchera lors de l'élaboration du nouveau code pénal sur une dépénalisation en droit du vagabondage et de la mendicité. Les deux délits ont disparu du code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994. La dépénalisation de la mendicité a été mise en cause à La Rochelle. Des mesures coercitives ont été prises dès 1995 vis-à-vis des SDF mais n'ont pas été appliquées. Les ARRETES municipaux de La Rochelle. La population rochelaise en avait assez de voir les SDF faire la manche dans la ville. Des dames âgées se sont plaintes auprès du maire, et cela a occasionné l'arrêté anti-mendicité de 1995. Puis les chiens des jeunes ont effrayé la population, et cela a donné lieu à l'arrêté de 2004. Arrêté contre la mendicité du 4 juillet 1995. L'agressivité des sans-abri n'est pas en cause. L'agressivité physique est un trouble à l'ordre public, elle est pénalement répressive. La mendicité effectuée à La Rochelle est surtout passive. À l'origine, aucun incident n'était venu troubler l'ordre public, mais le maire a assuré avoir reçu un nombre croissant de plaintes, notamment de personnes âgées. Il a écrit, devant un type menaçant avec son chien à ses côtés, elle n'ose pas refuser de l'argent. C'est pour cela que j'appelle les Rochelais à ne pas encourager la mendicité. Après consultation du conseil municipal, le maire Michel Crépeau fit usage de son pouvoir de police qui lui permettait d'édicter des normes afin d'assurer le maintien de l'ordre public. L'arrêté du 4 juillet 1995 interdit les quêtes non autorisées, la consommation de boissons alcoolisées dans certains lieux, et le maintien prolongé en position allongée qui gêne le libre passage des piétons. La légalité de l'arrêté sera attaquée devant le tribunal administratif de Poitiers. Il portait atteinte aux principes liés à la libre circulation dans le domaine public. En fait, l'usage commun du domaine public est libre et gratuit pour tous les citoyens. Cet arrêté met à mal ce principe du droit public.
Comme l'ont signalé à la fois le préfet de Charente-Maritime et le ministre de l'Intérieur en juillet 1995, le maire n'a pas respecté l'obligation de proportionnalité et de nécessité dans son arrêté. Cette mesure du 4 juillet a été annulée par le tribunal administratif de Poitiers, le 19 octobre 1995 au motif qu'elle était générale et permanente. Une mesure de police ne peut être ni générale, ni absolue. Ayant conscience de l'illégalité de l'acte, le maire a pris un second arrêté contre la mendicité le 8 août 1995 conforme cette fois-ci au respect des libertés individuelles. Il établit une délimitation dans le temps, entre le 1er mai et le 30 septembre, et une délimitation dans l'espace. Cette interdiction concerne le centre historique, touristique et commercial de la ville. À ce titre, l'arrêté municipal était juridiquement inattaquable. Autant sa procédure a fait du bruit, autant son application a été calme. De curieuses affichettes avaient fleuri dans les rues de la ville, placardées par les services municipaux et aussitôt déchirées. Les mendiants ont recommencé à faire la manche après un certain temps. Il n'y eut ni procès-verbal ni expulsion. En fait, cet arrêté n'a jamais été appliqué. Arrêté du 26 novembre 2004, sur le regroupement des chiens. Cet arrêté interdit le regroupement des chiens des sans-abri dans les rues de la ville. En cas d'infraction, les animaux seront conduits à la fourrière. Cette décision a été prise à la suite de plaintes d'administrés pour des morsures dont ils auraient été victimes. Elle n'a suscité aucun commentaire des élus du conseil municipal. Un seul, parmi eux, a remarqué qu'il existe un problème d'accueil des SDF et de leurs chiens. Il existe plusieurs structures où les chiens sont acceptés mais ils sont séparés de leurs maîtres. Or les SDF refusent d'être séparés de leurs animaux. Le 10 décembre 2004, une quinzaine de jeunes ont manifesté devant l'hôtel de ville. On leur avait pris leurs chiens. Quelques heures plus tôt, des agents de la police nationale, notamment de la brigade animalière, étaient venus saisir une dizaine de chiens. Ils ont été conduits à la SPA à la Gore près de La Rochelle. La mairie a autorisé les propriétaires des chiens à les récupérer. La réaction des jeunes a été dure. On nous a dit que c'est la dernière fois qu'on est gentil avec nous, que la prochaine fois on ne nous rendra pas nos chiens. C'est encore un moyen de nous mettre la pression pour qu'on parte, hein. Beaucoup de jeunes ont quitté la ville à la suite de cet arrêté. La Rochelle a fait un gros effort pour aider les démunis. Mais ceux-ci ont une personnalité. Ils n'acceptent pas certaines situations. Mise en œuvre des politiques sociales à La Rochelle. Le festival de musique rock, les Francopholies, drainait tout un public de jeunes en errance, de trafiquants de drogue qui envahissaient le Vieux-Port, les parcs, les rues piétonnes. En 1989, un climat malsain commençait à régner dans la ville. Larcins, bagarres. L'APAPAR, Association pour la promotion des actions de prévention sur l'agglomération rochelaise, a suggéré au Secours catholique de faire une halte café où la convivialité serait de règle. Ces petits déjeuners commencèrent en juillet 1990. Des boulangers livraient tous les matins gratuitement le pain. Médecins du Monde envoyait une infirmière. Un vétérinaire soignait gratuitement les chiens dans son cabinet. Le Secours populaire fournissait des vêtements. De 150 à 300 petits déjeuners étaient servis tous les matins. Aucune réunion n'a dégénéré. Ce succès n'a pas duré longtemps. Les jeunes ont été de moins en moins nombreux à venir prendre leur petit déjeuner. Par contre, il y avait de plus en plus de misérables qui envahissaient la ville. Des mesures ont été prises. Les concerts off qui permettaient à ceux qui n'avaient pas d'argent de profiter de la musique ont été supprimés en 1994 à 1995. 3 compagnies de CRS ont été disséminées dans la foule. Un dispositif a été mis en place dans les gares de Montparnasse et de La Rochelle pour éviter que les jeunes prennent le train sans billet. Il n'y a plus eu de jeunes en errance pendant les Francopholies. Source: Plan Guide Blé Foldex. La Rochelle a de nombreuses structures sociales pour les jeunes SDF, mais très souvent ceux-ci refusent d'y aller. La principale d'entre elles est le foyer des Cordeliers, qui a plus de 50 ans. Au départ c'était un refuge, un asile de nuit pour les sans-abri, les gens en détresse, hommes et femmes. Aujourd'hui, il est tenu par des spécialistes de l'accueil qui se veulent des généralistes de l'insertion. Leur carnet d'adresses et leur travail en synergie avec les autres organismes sociaux
leur permettent d'agir vite et de façon personnalisée. Le foyer des Cordeliers dispose de 105 places toujours pleines. La durée moyenne de séjour sur la période 1990 à 1997 s'établissait à 3,2 mois. Certains jeunes refusent d'aller dans ce foyer soit parce qu'ils ont été élevés dans une institution et ne veulent pas retrouver cette ambiance, soit parce qu'ils disent « Je ne suis pas un clochard ». Ces centres entraînent plus de contraintes, pensent-ils, que lorsqu'ils vivent seuls et il n'y a aucune intimité. Souvent ils disent que dans un foyer ils se retrouvent entre eux et cela leur prend la tête. La deuxième structure importante pour les sans-abri est l'accueil de nuit, qui peut recevoir une vingtaine de personnes dans des chambres de 2 à 3 lits. Le repas du soir et la nuit sont à 1,5 €. Les 3 premiers jours sont gratuits pour les plus de 25 ans. Les 5 premiers jours le sont pour les moins de 25 ans. Au-delà, il faut la mise en place d'un projet, un suivi par un travailleur social ou un projet d'hébergement. On ne peut rester à l'accueil de nuit que 20 jours au maximum. Les jeunes sans-abri sont très déçus par l'accueil de nuit, où ils ne peuvent coucher que quelques jours. Que représentent ces quelques jours alors qu'ils couchent toute l'année dehors ? En outre, l'administration leur demande s'ils ont un projet et cela les fait rire. Comment peut-on avoir un projet quand on vit en dehors de la société ? Par contre, ils vont facilement dans certains services, comme l'accueil de jour où tous les matins ils peuvent prendre un café, laver leur linge et se doucher. Les jeunes de 14 à 25 ans vont à Point Jeune, lieu d'accueil, de prévention et d'aide à la réinsertion. Ils peuvent prendre un café, une douche, avoir un ticket pour le restaurant social, consulter une infirmière ou un vétérinaire pour les animaux. Les jeunes de la rue ont peu de relations avec les travailleurs sociaux, mais ils vont facilement vers les associations caritatives. À La Rochelle, elles sont nombreuses. Croix-Rouge, Secours populaire, Secours catholique, Entente protestante, La Fraternité, Entente et Solidarité. Elles ne demandent rien aux SDF. Elles recherchent la convivialité avec eux. Le plus souvent, elles leur donnent de la nourriture. Cette étude a été effectuée dans le cadre du Secours catholique, lieu de rendez-vous des sans-abri. De 1993 à 1998, j'ai été responsable du centre de cette association à La Rochelle, association dont il faut rappeler le rôle dans l'exclusion. Le Secours catholique. Fondé en 1946, c'est un service de l'Église catholique. Premier réseau de solidarité internationale, il a un statut de membre observateur à l'ONU. Il a pour mission de lutter contre toutes les formes de pauvreté et d'exclusion, et cherche à promouvoir la justice sociale. Son action s'étend à toutes les personnes exclues. Il est le porte-parole de ceux qui n'ont pas la parole. La force du réseau de cette association est importante. Elle soutient tous les ans plus de 500 opérations internationales d'aide aux pays et aux populations défavorisées. En France, 1 600 000 personnes sont accueillies dans 2174 lieux d'accueil. Le Secours catholique à La Rochelle. Le lieu d'accueil est situé en plein centre-ville, rue des Augustins dans un immeuble ancien faisant partie du couvent des Ursulines. Il est très connu du public et très accessible. C'est une oasis urbaine, comme le souhaite Martin Hirsch, haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, un lieu de convivialité au cœur de la ville où toute personne peut se reposer, se laver et se nourrir comme il en existe dans d'autres pays européens. Le rez-de-chaussée est ouvert tous les matins. Les démunis peuvent prendre un petit déjeuner complet, se doucher, laver leur linge, voir un médecin. Le premier étage est ouvert l'après-midi. Des colis alimentaires et différentes aides sont distribuées aux personnes en difficulté. Les locaux du rez-de-chaussée étaient vastes mais vétustes, avec des sanitaires en piteux état donc peu utilisés, un seul lavabo, un coin laverie très étroit, sombre, inaccessible aux usagers qui se trouvaient en position de clients, un espace cuisine exigu. Une restauration a été réalisée en novembre 2007. Le local a été relooké pour en faire un lieu convivial et attrayant avec des douches correctes et un sanitaire pour handicapés. La cuisine ressemble à un buffet, avec une table où tout le monde peut se servir. Le financement a mêlé des fonds publics et privés rochelais. Des subventions ont été accordées par la DAS, 5 €, la Caisse d'épargne 12 000 €, la ville de La Rochelle, 2 500 €. Les entreprises ayant réalisé les travaux ont fait preuve d'une ouverture d'esprit remarquable. L'entreprise Vienne qui a effectué les travaux et le revêtement du sol, a offert la peinture du hall d'entrée.
Le résultat est remarquable. Il s'agissait de rendre ce lieu agréable, afin qu'un plus grand nombre de personnes désocialisées aient envie de vivre ensemble de temps en temps. Cette association apporte de nouveaux services ou de nouveaux soutiens à ceux qui en ont besoin, et contribue à renforcer les liens sociaux. Une 60aine de sans-abri viennent tous les matins au Secours catholique. Il est facile d'avoir une relation avec eux, et de les étudier. Aucune autre recherche n'a été effectuée à La Rochelle ou en province sur cette population, sauf celle de Djemila Zenaïd Henry sur Bordeaux, les SDF et la ville, Géographie du savoir-vivre ed. Réal Collection d'autre part 2002. Par contre, depuis une quinzaine d'années, les études sur les sans-abri sont nombreuses principalement à Paris et dans la région parisienne. Quelques-unes ont été effectuées à l'étranger. Soit les auteurs essaient d'entrer dans le microcosme des SDF, soit ils veulent retracer la genèse de leur état de sans-abri, soit ils les considèrent comme des assistés sociaux. Les livres sur les SDF. 1. Le microcosme des sans-abri. Pour le découvrir, certains auteurs ont vécu dans la rue avec eux. Patrick Gaborio, l'auteur de Clochard, l'univers d'un groupe de sans-abri parisiens Julliard 1993 est ethnologue. Il a passé 22 mois au contact d'un groupe de clochards parisiens. Ce sont des hommes et des femmes partagés entre deux conceptions, celle de s'estimer dominés, voire rejetés par le reste de la population, et celle de se sentir libres gérant leur propre vie comme ils l'entendent. Le monde de la rue reste un monde atypique avec les bons clochards, ou clochards méritants, sociables, propres à jeun, mieux rémunérés quand ils font la manche et les mauvais clochards, sales, ivres et muets. Hubert Prolongeau, lui, a écrit Sans domicile fixe, Hachette, 1993. Il est journaliste et grand reporter. Il a vécu en SDF pendant 4 mois, de janvier à mai 1993. Il a côtoyé des zonards, des clochards, des toxicos. Il a sympathisé avec certains, a suscité de l'indifférence chez la plupart. Il manquait à son expérience ce qui fait l'atroce densité de la vie d'un clochard, le sentiment d'être condamné à la rue. Colette et Michel Collard-Gambier sont les auteurs de Et si les pauvres nous humanisaient, Fayard, 2004. Périodiquement, ils partagent intégralement la vie des SDF de jour et de nuit. Si aide il doit y avoir, c'est écouter le pauvre jusqu'au bout. Il faut être plus que savoir dire et savoir faire. Lionel Tellon a écrit lui, Exil de soi d'ici et d'ailleurs. Publication des facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles 2006. L'auteur, vivant comme un SDF, a interrogé l'environnement des sans-abri, que ce soit la rue même ou les diverses institutions autour desquelles ils gravitent. Ce sont des approches comparatives de leurs conditions de vie dans 3 pays au travers de 6 terrains, 3 en Belgique, 1 en France et 2 au Portugal, approche de 2 à 3 mois chacune. L'auteur a pu constater que la manière dont les sans-abri évoluaient dans leur vie quotidienne ne différait guère, quelle que soit la nationalité observée. Il souligne la violence extrême qu'exerce l'environnement de la rue sur les sans-abri. Cela les ramène à l'exil de soi, processus de désocialisation très poussé. Mais pour Lionel Tellon, ce ne sont pas des malades mentaux. La proportion des personnes souffrant de pathologies mentales mise à jour par les travailleurs sociaux dans son étude tourne autour de 9 à 10% de la population de la rue. 2. La genèse de l'état de SDF. Pour certains chercheurs, les causes de cet état d'exclusion peuvent être individuelles, maladie mentale, affaiblissement des liens sociaux ou social. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.